Le CGRI est officiellement passé à l'offensive seulement 24 heures après avoir échoué à capturer un navire américain. Les forces iraniennes ont désormais réussi à saisir 2 pétroliers et ont pris en otage 15 membres d'équipage étrangers près du détroit d'Ormuz. Cette action agressive intervient à un moment critique. Les négociations sont en train de s'effondrer. Le lieu a été déplacé à Oman, et le régime vient de rompre sa promesse en exécutant 15 prisonniers ce matin même. Tout ce que l'Iran dit publiquement, ils le contredisent en privé. Alors, commençons depuis le début. Selon le CGRI, ils ont saisi les 2 pétroliers pour contrebande de carburant illégal depuis l'Iran. Sur les pétroliers, ils ont confisqué environ 1 million de litres de carburant, soit environ 6000 barils, et, plus important encore, ont placé en détention 15 membres d'équipage étrangers. Voici ce qu'ils ne disent pas. La nationalité de l'équipage, le nom des pétroliers, le pavillon sous lequel ils naviguaient. Le commandant du CGRI a en fait tenu une sorte de conférence de presse ce matin, mais, comme par hasard, personne ne lui a posé ces questions. Ou peut-être que si, et il a refusé d'y répondre. Nous n'avons aucune image de la conférence de presse. Si l'un de ses membres d'équipage est américain, il s'agit d'une prise d'otage, et l'Iran vient de se donner un moyen de pression pour les négociations qui auront lieu plus tard ce soir. Heureusement, même si l'Iran refuse de partager ces informations, nous aurons bientôt les réponses. Vous voyez. Les personnes qui suivent le trafic maritime vont identifier quels pétroliers disparaissent des systèmes de suivi, et alors nous saurons exactement ce que l'Iran a saisi et à qui cela appartenait. Mais le moment n'est pas une coïncidence. On ne prend pas d'otages la veille de pourparlers de paix à moins d'essayer de renforcer sa position à la table ou de saboter complètement les discussions. Pendant que le CGRI prenait le contrôle des navires, il recommençait aussi à tuer des prisonniers. D'après des militants des droits de l'homme en Iran, qui se sont montrés assez fiables pour suivre la répression, l'Iran a exécuté au moins 15 prisonniers ce matin. La reprise des exécutions survient seulement une semaine après que le ministre iranien des Affaires étrangères ait affirmé à la télévision américaine que l'Iran ne comptait exécuter personne. C'était un mensonge, ou au moins une promesse impossible à tenir. Hier, le président Trump a été interrogé sur l'Iran et voici sa réponse. Le guide suprême iranien doit-il s'inquiéter actuellement? Je dirais qu'il devrait être très inquiet. Oui, il devrait l'être. Comme vous le savez, il négocie avec nous. Oui, mais les manifestants ont demandé « Où sont les Américains ?» Vous aviez promis de les soutenir. Est-ce toujours le cas? On les a soutenus. Ce pays est actuellement en chaos à cause de nous. Nous sommes intervenus et avons détruit leur programme nucléaire. Donc c'est la question. Nous voulons la paix au Moyen-Orient. Si je n'avais pas éliminé leur programme nucléaire, pensez-y, sans cela, il n'y aurait pas la paix au Moyen-Orient. Parce que les pays arabes n'auraient jamais pu faire cela. Ils avaient très, très peur de l'Iran. Oui. Ils n'ont plus peur de l'Iran. Nous avons utilisé ces magnifiques bombardiers B-2 juste là-bas, ces magnifiques petits modèles. Ces magnifiques bombardiers B-2 sont entrés et ont touché leur cible, chaque bombe, et l'ont complètement détruite. Et à cause de cela, ils allaient avoir une arme nucléaire en un mois. En un mois, ils allaient avoir une arme nucléaire. C'était une grande menace, ils ne l'auront plus désormais. Mais maintenant, si on l'anéantit, de quoi s'agit-il? S'il n'y en a plus, essaye-t-il de relancer le nucléaire? J'ai entendu qu'ils le font. Si c'est vrai et que je les préviens, on les renverra et refera leur travail. Si je comprends, ils ont tenté de le relancer, d'où votre menace d'utiliser la force. Ils ont essayé de retourner sur le site, ils n'ont même pas pu s'en approcher. Il y avait une destruction totale, mais ils pensaient à créer un nouveau site dans une autre région du pays. Nous l'avons découvert. J'ai dit, si vous faites ça, nous allons vous faire des choses très graves. Maintenant, parlons du chaos diplomatique. Parce que ce qui s'est passé hier avec les négociations était vraiment bizarre, du moins pour moi. Mercredi après-midi, on a appris que les discussions entre les États-Unis et l'Iran, prévues vendredi à Istanbul, étaient annulées. Mais pourquoi? Eh bien, l'Iran a exigé des changements de dernière minute. Il voulait. Les discussions ont été transférées de la Turquie à Oman. Ils souhaitaient des pourparlers bilatéraux entre les États-Unis et l'Iran sans observateurs. Après avoir déjà accepté de laisser d'autres nations arabes participer, ils l'ont présenté comme un ultimatum aux États-Unis. C'est Oman ou rien. Eh bien, les États-Unis ont répondu en disant qu'il n'y aurait pas de discussion. Puis, seulement quelques heures plus tard, nous avons eu le ministre iranien des Affaires étrangères qui a annoncé publiquement que les discussions reprenaient. Elles auront lieu à Oman, à partir de 10h heure locale, vendredi, ce qui signifie vers 1h du matin, heure de la côte Est, cette nuit. D'ici demain, nous devrions savoir s'il y aura un accord ou une frappe militaire. Donc, si vous voulez rester informé de ce genre d'actualité, assurez-vous d'appuyer sur le bouton
s'abonner juste en dessous. Votre abonnement nous aide énormément avec l'algorithme. Et en plus de ça, ça ne vous coûte rien. Juste quelques secondes de votre temps. Maintenant, si l'Iran tire des leçons de la Russie en matière de négociation, voici ce qu'ils vont faire. Ils vont simplement faire traîner les choses aussi longtemps que possible. Après les discussions de demain, ils diront « D'accord, bon progrès. Nous devons consulter la direction et reviendrons avec une réponse dans quelques jours ou semaines. » Ils cherchent à prolonger les discussions, à faire croire aux États-Unis qu'il se passe quelque chose, sans rien promettre. Cela renvoie une image de faiblesse de l'Iran aux conservateurs locaux. Le vice-président J.D. Vance a laissé entendre cela justement hier lors de son interview. Écoutez d'ailleurs. Meghan, une chose à propos des Iraniens me paraît vraiment étrange, et je ne comprends pas leur système. Et franchement, je pense que cela rend la diplomatie avec eux extraordinairement difficile. Est-ce que la personne qui prend les décisions en Iran, c'est le guide suprême? D'accord, le président, on a l'impression qu'il n'a pas beaucoup de pouvoir, ça n'a pas vraiment d'importance. Le ministre des Affaires étrangères s'adresse surtout au guide suprême, notre principal interlocuteur. Mais c'est un pays très étrange avec lequel mener une diplomatie quand on ne peut même pas parler à la personne qui dirige le pays. Cela rend tout cela beaucoup plus compliqué et cela rend toute la situation beaucoup plus absurde. Il peut décrocher le téléphone et appeler Poutine, il peut décrocher le téléphone et appeler Xi. Même avec des pays avec lesquels nous avons des relations très hostiles, il peut décrocher le téléphone. Vous savez, la Corée du Nord. Il a rencontré ce type à la 38e parallèle. C'est bizarre que nous ne puissions pas simplement parler à la véritable direction d'un pays. Ça rend vraiment la diplomatie très très difficile. Voici le principal problème lors des négociations avec l'Iran. Les personnes à la table ne décident pas. Le président iranien et le ministre des Affaires étrangères n'ont aucun pouvoir. Le véritable pouvoir est entre les mains du guide suprême, l'ayatollah Khamenei. Et voici ce qu'il faut savoir sur Khamenei. Depuis 1979, il n'a jamais quitté l'Iran. Il ne parle pas aux dirigeants occidentaux. Il rencontre parfois Poutine, il a appelé Xi Jinping, et il reçoit les dirigeants du Moyen-Orient qui visitent Téhéran. Mais en dehors de cela, il ne négocie directement avec personne. Cela signifie qu'il détient le pouvoir sans aucune responsabilité. Cela signifie qu'il peut dire une chose aujourd'hui et une autre demain, et le public n'en saura rien. Et c'est ce qui rend toute cette situation encore plus compliquée. Khamenei ment depuis des années au sujet des armes nucléaires que l'Iran cherche à obtenir. Les Iraniens pro-régime aiment le souligner. Khamenei a signé une fatwa, un décret religieux, affirmant que l'Iran ne poursuivra pas d'armes nucléaires selon la loi islamique. Une fatwa est censée être une loi contraignante. L'Iran affirme qu'il ne peut pas fabriquer d'armes nucléaires, même s'il le voulait, car le guide suprême l'a interdit. Or, c'est faux, et nous le savons, puisque d'anciens responsables iraniens l'ont reconnu publiquement. Un ancien ministre iranien des Affaires étrangères, qui a rencontré Khamenei, révèle la vraie raison du programme nucléaire. Écoutez bien. L'Iran ne voit pas la préparation ni la volonté. Bien sûr, le président Trump est prêt à discuter, mais eux ne sont pas prêts à négocier. Je pense que tôt ou tard, ils comprendront. Ils vont réaliser la réalité. Ce n'est pas la première fois. En 2002, lorsque nous avons commencé les négociations nucléaires, les Américains ont bloqué parce qu'à cette époque, nous ne négocions pas avec les Américains. Nous négocions avec les Européens et nous avons fait des offres très généreuses aux E3. Les Américains ont bloqué cela, mais ils ont fini par comprendre qu'exercer des pressions nuirait à notre économie, mais ne changerait pas le programme nucléaire. Au contraire, cela renforcerait le programme, parce que nous avons fait certaines de ces choses, comme l'enrichissement à 60%. Pourquoi avons-nous fait du 60%? Nous n'avions pas besoin de 60%. Nous l'avons simplement fait pour défier les Américains, pour leur montrer qu'ils ne peuvent pas nous mettre à genoux. Par la pression, l'Iran enrichissait de l'uranium à 60%. Il ne faut que 3 à 5% pour l'énergie. Ils étaient aux 2/3 du chemin vers de l'uranium de qualité militaire. La fatwa servait surtout de couverture. L'enrichissement était réel. C'est pourquoi les États-Unis ont besoin d'un accord nucléaire pour sécuriser le monde, dès maintenant. Je veux clarifier un point que beaucoup se posent. Si les États-Unis ont détruit les sites nucléaires iraniens l'an dernier, pourquoi un accord nucléaire est-il encore nécessaire? Voici ce qui s'est passé. Les frappes ont détruit les installations, et les images satellites suggèrent que l'Iran n'a même pas essayé de reconstruire les installations. Mais les installations ne sont pas la seule chose qui compte.
L'Iran a presque certainement déplacé son uranium enrichi avant les frappes, et il possède des stocks d'uranium enrichi à 60% cachés quelque part, mobiles et protégés. C'est ça, le vrai danger, vous voyez ? Avec ce stock, ils peuvent donc construire de nouvelles installations, finir le travail, passer de 60% à 90% et fabriquer une bombe nucléaire. Ainsi, l'accord nucléaire ne vise pas uniquement à bloquer l'enrichissement futur. Le but est de retirer ce stock d'uranium à l'Iran et de l'envoyer, sans possibilité de militarisation par le régime islamique, dans un pays tiers comme la Russie. Voici le vice-président Vance qui explique la situation. La question est, que faites-vous pour faire respecter cette ligne rouge? L'Iran ne doit pas avoir d'armes nucléaires, c'est l'objectif politique du président des États-Unis. C'est vraiment drôle. Parfois, il y a des gens qui disent que le président est trop belliqueux, et parfois, il y a des gens qui disent, eh bien, le président. Il évoque la diplomatie et la négociation avec les Iraniens. Nous ne devrions pas négocier, mais les bombarder. Le président gardera toutes ses options ouvertes et parlera à tous. Il va essayer d'accomplir ce qu'il peut par des moyens non militaires. Et s'il estime que l'option militaire est la seule solution, alors il choisira finalement cette option. Je ne peux pas. Évidemment, même si je savais ce que nous allions faire, je ne le dirais pas à vous et à vos nombreux millions d'auditeurs. Mais j'ai l'impression que les gens doivent se rappeler que ce n'est pas une question de... Enfin, regardez, j'ai grandi à l'époque de l'Irak. Je me suis littéralement engagé. Je me suis engagé dans le corps des Marines en tant que jeune idéaliste. Juste après le 11 septembre, je suis allé en Irak en 2000. D'accord, écoutez, en 2003, je suis allé en Irak en 2005. Je sais que le Moyen-Orient mène à des bourbiers, croyez-moi, tout comme le président des États-Unis, c'est ce que nous disons. Nous savons que cela existe, mais plus important encore, nous connaissons l'histoire et le président non. Il n'a aucun intérêt à répéter l'histoire de l'Irak. Il veut s'assurer qu'il s'agit d'une question distincte, empêcher des personnes dangereuses d'obtenir des armes nucléaires et de déclencher une course aux armements. Alors, quels sont les termes réels discutés lors de ces négociations ? Eh bien, voici le cadre qui a été publié par les partenaires arabes. Premièrement, l'Iran s'engage à ne pas enrichir d'uranium durant 3 ans, puis l'enrichissement sera limité à 1,5%, bien en dessous du seuil pour des armes nucléaires. Deuxièmement, le stock d'uranium hautement enrichi de l'Iran est transféré vers un pays tiers, probablement la Russie. Troisièmement, l'Iran s'engage à ne pas transférer d'armes ou de technologies à ses groupes mandataires tels que le Hezbollah, le Hamas, les Houthis et d'autres, au Moyen-Orient. Quatrièmement, l'Iran promet de ne pas utiliser en premier des missiles balistiques. C'est un point intéressant que nous aborderons bientôt. Cinquièmement, l'Iran et les États-Unis signent un accord de non-agression. Notez le point 4. Il promet de ne pas lancer de missiles, mais ne signifie pas l'abandon du programme de missiles. Les États-Unis exigent que l'Iran cesse totalement son programme de missiles balistiques, ce qu'Israël soutient fermement. Tout accord nucléaire doit aborder le programme de missiles balistiques de l'Iran, mais l'Iran refuse cela. Ils voient leurs missiles comme leur unique force de dissuasion, seule efficace lors de la dernière guerre de 12 jours. Cela restera sans doute le principal obstacle à un accord. Heureusement, nous disposons des exigences que les États-Unis vont présenter lors des négociations de ce soir. Il existe un grand fossé entre la position des États-Unis et celle de l'Iran avant les pourparlers. Et cela vient d'Al Jazeera, qui a des liens assez étroits avec le régime iranien, ou du moins qui a de très bonnes sources au sein du régime iranien. Les États-Unis exigent que l'Iran démantèle son programme nucléaire et réduise la portée de ses missiles pour qu'ils n'atteignent pas Israël. Troisièmement, bien traiter les personnes arrêtées pendant la guerre de 12 jours et les récentes manifestations. Quatrièmement, réduire l'énergie fournie à la Chine. C'est un choc. Les États-Unis n'ont pas été très publics sur le fait qu'ils ne veulent pas que l'Iran aide la Chine. Et cinquièmement, prendre ses distances avec ses alliés régionaux. Maintenant, nous allons découvrir ce que la Chine pense du fait que cela soit rendu public. Et encore une fois, cela vient seulement d'Al Jazeera. Donc, cela ne signifie pas nécessairement que c'est exactement ce que demandent les États-Unis. S'il y a un accord, il sera annoncé publiquement, et nous saurons les exigences des États-Unis, et ce qu'a accepté l'Iran. Il y a clairement de fortes tensions au Moyen-Orient, alors que des allers-retours persistent sur le lieu des négociations. Chaque jour, de plus en plus d'équipements militaires américains sont déployés au Moyen-Orient, et cela ne fait qu'augmenter la pression sur l'Iran. Et cela élargit simplement les options du président Trump pour, en gros, faire ce qu'il veut par la suite. Si les négociations n'avancent pas comme prévu, cliquez sur s'abonner ci-dessous. Nous reviendrons demain avec des mises à jour sur les premières négociations. À demain.
L'un des problèmes de ces vidéos montrant de nombreuses frappes de drones, même sans blessés humains ou soldats russes, est évident dans la vidéo. YouTube démonétise ou restreint généralement nos vidéos. En fait, la semaine dernière, nous avons eu 4 vidéos de guerre qui ont été démonétisées, selon YouTube. Montrer des frappes de drones ou même des images du front n'est pas adapté aux annonceurs, et c'est pourquoi les vidéos sont restreintes. Mais c'est la réalité de la guerre moderne, et c'est la guerre que les Ukrainiens mènent et essaient de survivre. Nous pensons qu'il est important de tout couvrir, d'où la création de notre plateforme Business Basics. Construite de zéro, elle n'a aucune restriction. Nous ne floutons ni nos frappes de drones, ni les images du front, ni les bases aériennes russes détruites. De plus, aucune publicité n'est diffusée sur le site. De cette façon, nous n'avons pas à nous censurer simplement parce que les annonceurs ne sont pas satisfaits de ce que nous couvrons. Nous ne finançons pas le site par la publicité, nous le finançons grâce à votre soutien. Donc si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse à ce genre de couverture, et si vous voulez regarder nos vidéos sans censure et obtenir du contenu bonus que nous ne pouvons tout simplement pas mettre en ligne ici sur YouTube, alors rejoignez-nous sans hésiter sur basicsinsider.com. Vous pouvez également cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR affiché à l'écran. En nous rejoignant, vous pourrez regarder tout le contenu que nous avons déjà mis en ligne, ainsi que toutes les vidéos que nous publierons à l'avenir. Vous soutenez ainsi notre travail et notre chaîne. Merci beaucoup. Je suis Sam. À la prochaine vidéo.